Le palais des pionniers est désormais ouvert au public. Il a été inauguré ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement. Cet espace est dédié à l'encadrement, à la formation et à l'épanouissement de la jeunesse. Le chef du gouvernement invite les jeunes à prendre soin du joyau. L'une des salles de ce complexe est baptisée Feu Oumoundjara Didjema, animatrice vedette de l'ERTM qui a bercé des générations par ses conseils et sa contribution à la stabilité sociale et à l'équilibre conjugal. Le professeur Abdoulaye Jimde est membre du conseil consultatif du secrétaire général des Nations Unies et son réseau mondial d'institutions scientifiques. C'est un conseil de 15 membres, dont 2 Africains, un honneur pour le Mali. Dans un entretien exclusif, il nous explique les missions du conseil consultatif et sa reconnaissance à l'État du Mali. Le président de la transition, chef suprême des armées, dote les FAMA de moyens roulants à Kidal. Les clés ont été remises par le gouverneur de la région. Ces engins permettront de renforcer des capacités opérationnelles des forces de défense, surtout dans les zones d'accès difficiles. Il y a une dizaine d'années, la compagnie Air Algérie s'écrasait dans le nord du Mali, emportant avec lui 116 passagers et membres d'équipage. Parmi les victimes, des ressortissants français, burkinabés, libanais, algériens et espagnols. Le procès pour élucider les faits s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Les détails en fin de journal avec Garibou Pérou. Vous servir est un réel plaisir. Merci pour votre fidélité à la grande édition de 20h de l'ERTM. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais à l'instant, le Premier ministre, chef du gouvernement, a inauguré ce matin, au nom du président de la transition, le palais des pionniers, SIS à Djanegela, dans le 6e arrondissement du district de Bamako. Un complexe ultra moderne avec toutes les commodités d'apprentissage. Cet espace est dédié à l'encadrement, à la formation et à l'épanouissement de la jeunesse. Cette cérémonie d'inauguration a été couplée à la journée porte ouverte qui a permis aux invités de mieux comprendre les missions du Palais des Pionniers. Le Premier ministre a invité les jeunes Maliens à prendre soin de cet édifice dont la réalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la jeunesse. Le reportage de Mamari Koné et Ali Outouri. Bâti sur une superficie de 3 hectares, le palais des pionniers du Mali est implanté à Djanegela, sur la rive droite de Bamako, dans le 6e arrondissement. Son inauguration par le Premier ministre au nom du président de la transition est l'aboutissement d'un travail méthodique et rigoureux conduit sous la haute impulsion des autorités de la transition. Elle consacre ainsi la mise en service effective d'un outil structurant destiné à renforcer durablement l'encadrement, la formation et l'organisation de la jeunesse malienne. Le palais des pionniers est désormais pleinement opérationnel. Il ne s'agit pas simplement d'un bâtiment, mais d'un dispositif institutionnel complet, conçu pour répondre aux exigences d'organisation, de formation, de structuration et de professionnalisation des initiatives de jeunesse. Ce complexe offre des espaces modernes de conférences, des salles de formation modulables et équipées, des infrastructures sportives de qualité, des capacités d'hébergement répondant aux standards professionnels ainsi qu'une autonomie énergétique et hydraulique garantissant la continuité des activités. Il répond à une triple exigence: fonctionnalité, efficacité et durabilité. Avec l'ouverture de ce palais, nous franchissons une étape décisive dans la mise en œuvre de la politique nationale de la construction citoyenne. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, l'importance d'une telle infrastructure pour la jeunesse malienne n'est plus à démontrer. Selon lui, le palais n'est pas uniquement un centre d'éducation civique, il s'inscrit dans le cadre de la refondation de notre pays. En octroyant aujourd'hui le palais des pionniers à la jeunesse malienne, aux pionniers du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, s'inscrit à la fois dans le sillage de son prédécesseur, le père de l'indépendance, feu président Modibo Keïta, et il honore également un engagement, à savoir que la construction d'un palais de pionniers est une recommandation issue des États généraux de la jeunesse. Il est également important de souligner que la jeunesse constitue le fer de lance, la cheville ouvrière de la refondation de notre pays. Et le chef de l'État l'a rappelé à maintes reprises qu'il compte énormément sur la jeunesse malienne. Le Mali Koura auquel nous aspirons ne peut se réaliser sans l'engagement, sans la mobilisation de la jeunesse. Je pense que jusqu'à présent, la jeunesse, par la grâce de Dieu, la jeunesse malienne a joué pleinement son rôle. Le
Le palais des pionniers que nous venons de visiter est un lieu emblématique qui servira à la fois de promotion des activités socio-éducatives, également de renforcement de patriotisme et de civisme de notre jeunesse. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a invité la jeunesse malienne à prendre part aux activités prévues dans les différents ateliers et à bien entretenir les locaux. Le message que j'ai à passer au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à la jeunesse malienne, c'est de les inviter à s'approprier pleinement ce lieu emblématique en participant de manière effective aux activités et aux différentes formations qui auront lieu au Palais des Pionniers, mais également en contribuant de manière pleine et de manière efficace à l'entretien de ce lieu. Nous savons pleinement qu'une telle infrastructure mérite d'être bien entretenue. Si nous souhaitons, en tout cas c'est notre souhait, si nous voulons qu'elle soit pérenne pour la jeunesse d'aujourd'hui et également pour la jeunesse de demain. Donc c'est vraiment un moment de satisfaction. Je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter l'architecte et l'entreprise de construction qui ont tenu leur engagement, qui ont tenu leur promesse. Également saluer l'engagement et l'abnégation du ministre de la Jeunesse et des Sports et l'ensemble de ses collaborateurs pour le suivi rigoureux des travaux en ce lieu emblématique. Le Premier ministre a visité les locaux du palais. Il comprend des salles de spectacle, des salles de production, des salles d'ateliers de formation, des terrains de sport et des logements. Ces salles portent le nom de certaines personnalités comme Feu Ibrahima Souri Koïta Dibomba, Feu Sedou Badian Kouyaté, Feu Adama Samasekou, Tidiane Koulibaly, Assetou Foundé Samake Migan, Daba Modibo Keïta, Feu Oumoudiara Diti Diama et Abdoulaye Eli Diallo, des personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays. Oui, tout à fait. Les autorités de la transition ont rendu hommage à des personnalités qui ont marqué la vie civique, sociale et sportive du Mali. Et parmi celles-ci, Feu Oumoudiara, dite Djema, dont une des salles porte le nom. Une reconnaissance à ces nombreuses initiatives qui ont contribué à la stabilité sociale et à l'équilibre conjugal. On notait la présence de ses anciens collaborateurs de l'ERTM. L'émotion était tout simplement au rendez-vous. Le reportage de Seydou Traoré. Implanté à Djanegela dans le 6e arrondissement de Bamako, le Palais des Pionniers représente un précieux atout pour la jeunesse malienne. Ce complexe est érigé sur 3 hectares et se déploie en plusieurs espaces d'apprentissage, de sport et de rencontres. Nous avons 2 grandes salles, salle de 420 places et une salle de 200 places, plus une petite salle de 80 places. Donc ça sont des salles pour les conférences, les formations, les panels. Et c'est vraiment des salles modernes aussi avec tout ce qu'il y a comme matériel. Il y a les projections, il y a l'internet qui est là, qui couvre complètement tout le palais, et la sonorisation aussi avec des matériels de dernière génération. Donc en dehors de ces salles de formation, nous avons aussi des salles de sport, 2 terrains de basket, dont un terrain qui répond même aux normes internationales, un terrain de Maracana, de foot. Rattaché au ministère en charge de la jeunesse, le complexe abrite, outre l'administration, des bureaux d'accueil et d'orientation, une salle informatique équipée et une salle de sport. Pour immortaliser certaines personnalités, les différents bâtiments ont été baptisés en leur nom pour service rendu. Ainsi, la salle de sport porte le nom de Daba Modibo Keïta, double champion du monde, et la salle informatique a été baptisée du nom de Feu Oumoudiara Djema, animatrice à l'ORTM. J'ai des frissons parce que d'avoir la chance de voir un joyau comme ça, de son vivant, c'est très important. De son vivant, je tiens à le dire, de son vivant, c'est ce qui me marque le plus. Merci aux plus hautes autorités du Mali, à commencer par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Merci au Premier ministre, son Excellence Abdoulaye Maïga et tout le gouvernement. On honore la femme dans sa globalité, mais aussi et surtout la femme journaliste et animatrice qui participe activement à l'éducation, à la médiation, à la cohésion sociale et à la sensibilisation.
toute chose qui concourt à l'éclosion du Mali Croix, donc du Mali Dinkroix, et des vœux, souhaits et souhaités voulus par les autorités de la transition. Dans ses missions de promotion de l'éducation citoyenne, du civisme et de la construction citoyenne, le Palais des Pionniers dispose désormais d'un centre de formation à la citoyenneté, d'un espace de dialogue et d'engagement pour la jeunesse et d'une infrastructure capable d'accueillir des événements de haut niveau. Nous sommes très contents et nous remercions le général d'armée Assimi Goïta d'avoir quand même donné cet espace-là à la jeunesse malienne. Parce que depuis le début de la transition, il a dédié cette transition à la jeunesse malienne et il a prouvé encore qu'il tient beaucoup à cette jeunesse. Ce palais des pionniers d'envergure nationale a été entièrement financé par l'État du Mali. Il traduit également l'engagement souverain des autorités à investir directement dans l'avenir de la jeunesse. Le président du Conseil national de transition, CNT, a reçu ce mardi deux figures de la diplomatie et du développement, l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Mali et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en fin de mission. Deux audiences qui ont mis en lumière la solidité des partenariats internationaux et la reconnaissance de la résilience du peuple malien. Le reportage de Khadija Toukone et Sambou Diakité. Le président du CNT a d'abord reçu l'ambassadeur de Belgique au Mali, une rencontre marquée à la fois par la courtoisie diplomatique et des échanges stratégiques autour de la coopération bilatérale. Cette audience a permis de consolider les relations entre les deux pays et souligner l'importance d'un partenariat solide face aux défis sécuritaires auxquels le Mali est confronté. Nous avons eu une discussion vraiment de prise de connaissance, de pouvoir briser la glace et de pouvoir aborder quelques questions d'intérêt commun dans la recherche d'un partenariat gagnant-gagnant entre la Belgique et le Mali, entre l'Union européenne et le Mali, et tout en respectant évidemment les trois principes qui guident la politique du Mali, comme tel qu'édité par le président de la transition. Nous avons pu identifier quelques pistes pour faire avancer nos relations bilatérales et développer aussi la compréhension mutuelle. Nous pouvons nous appuyer sur un acquis qui est important, qui remonte à des années. La Belgique a été présente aux côtés du Mali depuis son indépendance, avec la reconnaissance évidemment de l'indépendance de cette nation, et également à partir d'une vingtaine d'années plus tard, l'établissement de programmes de coopération importants. Et donc, via l'agence Enabel, la Belgique est présente pour aider au développement de certaines régions, en particulier la région de Koulikoro. Et nous espérons pouvoir développer cela encore à l'avenir et de pouvoir toucher de nouveaux domaines d'intérêt. Dans un second temps, le président du CNT a reçu le représentant résident du PNUD en fin de mission au Mali. Les discussions ont porté sur le bilan des actions menées dans notre pays, la consolidation des acquis et la nécessité d'assurer une continuité dans les projets futurs. Nous avons accompagné le CNT dans son rôle d'acteur législatif, d'accompagnement de la transition, la préparation de lois, le renforcement des capacités des acteurs du CNT pour leur permettre de faire le travail aussi, de faire connaître le travail aux populations maliennes pour lesquelles ils travaillent. Donc ça a été une conversation très, très fraternelle. Je l'ai encore exprimé toute ma disponibilité, au-delà même de ma présence ici au Mali. Nous avons été des partenaires qui ont accompagné l'agenda du Mali à travers le volet législatif et pour que le Mali continue tranquillement et avec assurance vers son développement. Ça va continuer avec la prochaine équipe du PNUD qui sera en charge parce que le PNUD va rester un partenaire de choix du Mali et du gouvernement malien comme nous l'avons toujours été. Au cours de cette visite, l'hôte du jour a adressé un message de reconnaissance aux autorités maliennes ainsi qu'au peuple malien pour l'accueil et la qualité des relations entretenues durant sa mission. Il a par ailleurs évoqué la chaleur de l'hospitalité malienne. Je reste malien, je quitte le Mali, mais je ne quitte pas le Mali. J'ai fait entrer pour tout 7 années au Mali. Je me considère comme malien. Je vais laisser ici des frères et des sœurs, des amis. Si vous me rencontrez dans les rues du Mali, ne soyez pas surpris. C'est l'ancien représentant du PNUD qui est venu au Mali voir ses frères et ses sœurs. En guise
guise de geste symbolique, le président du CNT lui a remis un tableau représentant la carte du Mali pour sceller davantage les liens humains et institutionnels. Avec ces audiences, le Mali réaffirme sa volonté d'avancer avec ses partenaires tout en mettant en avant la résilience et l'engagement de son peuple. Le professeur Abdoulaye Djimde est membre du conseil consultatif du secrétaire général des Nations Unies et son réseau mondial d'institutions scientifiques. C'est un conseil de 15 membres, dont 2 Africains, un honneur pour le Mali. Dans un entretien exclusif, il nous explique les missions du conseil consultatif et sa reconnaissance à l'État du Mali. Nyanya Alou Traoré et Aboubakar Traoré. Toujours un sourire sympathique aux lèvres, c'est bien le professeur Abdoulaye Djimde. Sous son apparence frêle, ses yeux pétillent d'intelligence. Âgé de 62 ans, l'enfant de Koro, dans la région de Badjangara, est un scientifique chercheur bon teint. Il est professeur agrégé de microbiologie, d'immunologie au Mali. C'est une fierté pour nous, et pas seulement au Mali, et partout où on passe. Il y a tout un titre à travers Bruxelles. Le professeur Djimde vient juste de rejoindre officiellement le prestigieux comité scientifique consultatif du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous sommes le porte-parole d'une grosse équipe. Un chercheur solo n'est rien du tout. Si on a quelques succès, c'est parce que nous avons une équipe derrière, nous avons des jeunes qui mouillent le maillot. C'est ensemble que nous réussissons. Pour ceux qui connaissent le parcours de l'homme, cette distinction de plus n'est que le couronnement de longues années de travail, d'engagement et surtout de conviction au service de la recherche en général et en particulier au service du Mali. Il y a un groupe de 15 scientifiques sélectionnés à travers le monde qui réfléchissent aux dernières avancées scientifiques et qui essayent de comprendre quels sont les enjeux pour la société. L'éminent chercheur n'est pas à son coup d'essai. Le professeur Djimde a déjà plusieurs distinctions. En 2001, il est décoré de l'Ordre national du Mali. L'année suivante, il y reçoit le prix de la Fédération des sociétés européennes de médecine tropicale et de santé internationale pour la lutte contre le paludisme. En 2009, l'Académie nationale de pharmacie de France lui décerne le prix de la pharmacie francophone et en 2018, il devient membre de l'Académie des sciences du Mali. Et la dernière en date, c'était en 2025 au Japon où il a reçu le prix Noguchi. Cette nomination le porte au summum de sa profession. C'est un forum au niveau duquel se discutent les grands enjeux scientifiques du monde. Donc le fait d'avoir un Malien à cette table, ça ferait que la sensibilité du Mali va être représentée dans ces décisions. La voix du Mali va être représentée dans ces décisions. La voix de l'Afrique, parmi les 15, il y a 2 Africains. Donc moi-même et un monsieur de l'Afrique du Sud. À travers le professeur Abdoulaye Djimde, notre pays accède à la très sélecte communauté scientifique internationale. Il est sur les pas d'Ulysse Dévancier, tel que le jeune docteur Gabriel Touré, arraché à la fleur de l'âge. Le professeur Ogobara Dumbo, figure de proue dans le combat contre le paludisme. La liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que le drapeau du Mali trône sur la scène internationale scientifique. Ça contribue à notre épanouissement scientifique et ça va contribuer à approfondir notre souveraineté en matière de recherche scientifique. Être représenté à ce niveau, ça ouvre beaucoup de portes et ça permet de réaffirmer la place du Mali dans le concert des nations. C'est une excellente nouvelle pour le monde scientifique malien et pour le Mali. La nomination du professeur Djimde, souvent on n'a pas besoin de trop parler sur la qualité de ce que nous faisons et de ce qui se passe au Mali. Voilà, donc c'est remarqué souvent par des instances internationales et par l'extérieur, même s'ils n'ont pas besoin de validation extérieure pour savoir ce que nous sommes. Mais c'est une confirmation qu'on peut bien être basé à Bamako ici, dans une université malienne,
et être un scientifique de très haut niveau. Dans ce monde globalisé, en perpétuelle mutation et qui fait face à de multiples défis sécuritaires et sanitaires, cette nomination majeure honore non seulement le monde universitaire malien, mais elle va surtout permettre aux générations actuelles d'emboîter le pas à ce grand scientifique. Et bon courage au professeur. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a remis des moyens roulants aux femmes à Kidal. Les clés ont été remises par le gouverneur de la région, le général de division Alhaji Gamou. L'objectif principal est d'améliorer la logistique et la mobilité des femmes afin de mener à bien leur mission de sécurisation du territoire. Les précisions de Sidi El Medi Ag Al-Baka et Moussa Togo de l'ERTM Kidal. Le gouverneur de la région de Kidal, le général de division Al-Haj Gamou, a procédé à la remise des moyens roulants aux forces armées maliennes. Cette action s'inscrit dans les efforts de l'État pour renforcer la présence et l'autorité de l'administration malienne à Kidal. Cette initiative vise à renforcer la mobilité et la capacité opérationnelle des FAMA, notamment dans les zones difficiles d'accès. C'est un geste du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, aux forces armées de sécurité de Kidal pour renforcer leur capacité opérationnelle. Je demande à toute la population de la région de Kidal de toujours aider les forces armées de sécurité par les renseignements, par tout ce que vous pouvez faire. Nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, il a besoin de toutes les filles et les fils de cette région. L'initiative première d'Ijar à Kidal est destinée à appuyer les opérations sécuritaires dans la région. Un acte qui confirme la montée en puissance des femmes. Au-delà de leur valeur matérielle, ces équipements témoignent surtout d'une solidarité institutionnelle forte entre l'administration civile et les forces engagées pour la défense de l'intégrité territoriale, la protection des populations et le rétablissement durable de la paix dans notre région. Je voudrais également souligner que ce geste vient renforcer le moral des hommes et des femmes qui, jour et nuit, avec détermination et abnégation, se tiennent au service de la nation. Ces moyens roulants permettront sans aucun doute aux FAMA de mieux patrouiller, sécuriser les axes et intervenir rapidement pour anéantir la menace du terrorisme sur l'ensemble du territoire de la 7e région de défense. Et dans la page AES, nous parlons de la situation sécuritaire. La base aérienne 401 de l'aéroport de Taoua au Niger a été la cible d'une attaque terroriste dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mars 2026. Le gouverneur de la région, accompagné par les responsables des forces de défense et de sécurité de la région, était sur place hier pour constater de visu la situation qui est déjà sous contrôle des forces armées nigériennes. C'est ce que nous dit James Didi. Selon les informations recueillies, cette attaque a été rapidement maîtrisée grâce à l'engagement, à la détermination, au courage et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité aguerris et très stratèges. Les forces de défense et de sécurité nigériennes ont réussi à contenir l'assaut des assaillants, contraignant ces derniers à prendre la fuite après l'échec de leur tentative de destruction de la base aérienne 401, laissant derrière eux des foyers de corps ensanglantés, emportés. Face à cette situation, le gouverneur, le colonel-major Suleiman Aman Moussa, s'est rendu très tôt ce matin à la base aérienne 401, il était accompagné de l'ensemble des responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que des conseils du conseil consultatif de la refondation. L'objectif de ces déplacements était de constater la situation sur le terrain, de s'inquiéter des circonstances de cette attaque et surtout de transmettre au nom des plus hautes autorités de la refondation, au premier rang duquel le président de la République, chef de l'État, le gendarmerie Abdelrahman Tchani, chef suprême des armées, les félicitations et les encouragements aux forces de défense et de sécurité pour ce nouvel exploit contre les forces du mal. Vous avez remarqué que quelques matériels ont été partiellement endommagés. Au niveau du bilan humain, nous avons au niveau du côté ami quelques blessés légers et au niveau du côté ennemi, avec des preuves à l'appui,
l'ennemi s'est vite replié avec leurs blessés. Et dans ce cadre, je tiens à adresser au nom des plus hautes autorités tous mes remerciements et toutes mes félicitations à tous les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont eu à faire une prompte réaction pour faire replier l'ennemi. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que la population va normalement à ses occupations, que l'aéroport est ouvert, l'aéroport est sécurisé et toutes les activités au niveau de la région de Tawa se déroulent normalement. J'adresse un appel pressant à la population de ne pas baisser la garde, de continuer à dénoncer tout suspect ou tout élément étranger qui est au niveau de la région qui peut nuire à la sécurité. Grâce au renseignement et à la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population, une vingtaine de présumés terroristes ont été arrêtés. Une importante somme d'argent, des documents, des équipements, des talismans, des chargeurs ainsi que des téléphones portables ont également été saisis. Vigilance au Burkina Faso pendant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Plus de 3200 pains de 8 mars contrefaits ont été saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude au profit des personnes en situation de vulnérabilité. Le ministre burkinabé de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanambo, a remis ces pains au lieutenant-colonel Pélagie Cabré. Cette remise va permettre de soutenir les plus démunis. La valeur des pains est estimée à plus de 3500 000 francs CFA. Le reportage de Fanta Ouattara. La saisie est énorme, plus de 3250 pains, tous estampillés 8 mars. Certains sont même à l'effigie du président du Faso. C'est pourtant des pains tous contrefaits. Saisis sur les différents axes routiers du pays, ils étaient destinés à inonder le marché national. N'eût été la vigilance de l'équipe de la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Au lieu d'être incinérés comme il est de coutume, la saisie est mise à la disposition des couches vulnérables. Et c'est ce qui traduit ce geste entre le ministre Nakanabo et le lieutenant-colonel Pélagie Cabré en charge de la solidarité. C'est aussi un message assez clair à tous ceux qui s'adonnent à cette pratique pour dire que nous allons encore durcir les tons parce que malgré tous les efforts qui sont faits sur le terrain, la fraude a la peau dure. Mais je pense aussi qu'au niveau de nos équipes, nous allons durcir donc la manière de sanctionner. Et vous avez dû constater qu'actuellement, on a pris la décision de ne plus cacher le visage de quelqu'un. Quand on attrape un fraudeur, on va présenter son visage, tout le monde va voir. Il n'y a pas une question de droit de l'homme ici. Et à faire la fraude, il faut que le peuple regarde. Je pense que c'est un message important. Et le deuxième message, c'est de dire, quand on attrape des marchandises frauduleuses, le camion qui a transporté est automatiquement confisqué. La vision du gouvernement, promouvoir la production locale, développer l'économie nationale et faire en sorte que les braves dames vivent de leurs arts. Le colonel Cabré salue une œuvre doublement patriotique qui va permettre de soulager un tant soit peu des personnes dans le besoin. Je veux parler des personnes déplacées internes, je veux parler des personnes retournées car cette année nous sommes à fond dans l'accompagnement au retour dans les localités qui sont vaillamment reconquises par nos forces de défense et de sécurité. Et nous avons aussi les cibles traditionnelles du ministère que sont les veuves, les orphelins, les personnes âgées, les personnes handicapées qui sont dans une situation de vulnérabilité. Introduit illégalement sur le territoire national, l'opération de saisie de ces pains contrefaits, selon le coordonnateur national de lutte contre la fraude, vient réaffirmer l'engagement de la coordination de traduire en actes concrets la politique nationale de lutte contre la fraude. Vous l'aurez compris, c'est plutôt 3200 pains de 8 mars contrefaits. Et c'est ce qui met fin à la page AES à la suite de cette édition, juste après le jingle.
Retour à l'actualité nationale, les autorités administratives et fiscales ont officiellement lancé la campagne nationale de sensibilisation des jeunes sur une citoyenneté fiscale couplée au lancement local du paiement des taxes. Objectif, rapprocher l'impôt des citoyens et encourager la jeunesse à s'approprier ces devoirs fiscaux pour le développement de la commune. Moussa Kamara et Aboubakar Traoré, reportage. Salle comble à la mairie de Kati, autorités locales, responsables fiscaux, leaders de jeunesse et acteurs de la société civile se sont réunis autour d'un thème central, la citoyenneté fiscale. Objectif, sensibiliser les citoyens, notamment les jeunes, à l'importance du paiement des taxes pour le développement local. La rencontre a également été marquée par le lancement local du paiement des taxes dans la commune, une initiative destinée à faciliter le recouvrement et à renforcer la participation des citoyens au financement des actions publiques. Notre deuxième édition de paiement massif des taxes de voirie et des taxes de développement, aujourd'hui on a couplé avec le lancement national des bureaux nationaux et on est à 100 personnes maintenant mobilisées pour le paiement des TDR, les taxes de voirie, y compris les vignettes. Cette campagne sera déployée à l'échelle nationale à travers l'ensemble du réseau du CNJ Mali en mobilisant 30 000 jeunes à payer leur TDRL. Au niveau national, avec le bureau exécutif national, au niveau régional, à travers les conseils régionaux de la jeunesse, et au niveau local, grâce à l'engagement des conseils communaux de la jeunesse dans les 819 communes du Mali. Cette initiative du Conseil national de la jeunesse de Kati devra contribuer à accroître les recettes issues de la TDRL. En 2025, nous avons recouvré 6 973 912 francs CFA en TDRL et 9 460 676 francs CFA en taxes de voirie, contre une réalisation en 2024 qui se chiffre à 4 527 967 francs CFA. Et je pense que c'est une initiative qui est extraordinaire, où tous les jeunes ici ont commencé à payer. Il semble que c'était déjà une habitude, mais je crois que ça permet d'augmenter les recettes au niveau de nos communes. À Kati, le paiement de taxes est ainsi représenté non seulement comme une obligation, mais aussi un acte citoyen essentiel au développement de la commune. Du 109 dans le secteur des transports urbains au Mali, l'entreprise Mobilité Verte vient de lancer officiellement ses activités avec une ambition claire, révolutionner la mobilité grâce aux véhicules électriques. À travers cette initiative innovante, Mobilité Verte entend réduire la dépendance au carburant tout en ouvrant la voie à une économie plus verte, créatrice d'emplois et de nouvelles opportunités de revenus. Boukari Koulibaly pour le compte-rendu. Majestueusement installée au cœur de l'ACI 2000 dans le 4e arrondissement du district de Bamako, l'entreprise Mobilité Verte a officiellement ouvert ses portes ce lundi 9 mars. Spécialisée dans le développement et la commercialisation d'engins électriques ainsi que de batteries lithium, la société propose des véhicules à la fois performants, fiables et adaptés à notre environnement. Une initiative 100% malienne portée par l'ambition d'apporter des solutions de transport modernes et durables. C'est un projet qui a été monté jusqu'à 5 ans déjà et on sait qu'on fait face à une crise énergétique en Afrique, notamment au Mali, et ce besoin a été en fait primordial en fait de le proposer pour faciliter en fait le transport de marchandises, pour faciliter le déplacement aussi urbain et tout ce qui s'ensuit. Les autonomies vont de 80 jusqu'à 100 km/h, dépendamment en fait de la manière en fait d'utilisation du tricycle. Animé par la volonté de réduire la dépendance aux carburants fossiles et de promouvoir un développement à la fois durable et économique, Mobilité Verte s'inscrit pleinement dans la dynamique de souveraineté et de transformation industrielle impulsée par les autorités de la transition. Ce projet est une expérience test qui va très rapidement se traduire par la construction d'une usine pour 5 milliards de francs CFA dans notre pays. Toute chose qui va nous permettre à la fois de nous approprier de la technologie
donc transfert de compétences, mais aussi de mettre en place des mécanismes de suivi et d'accompagnement pour que les Maliennes et les Maliennes s'approprient à la fois de la technologie et pour que nous puissions rentrer véritablement dans une phase de vulgarisation de ces technologies afin de réduire la pollution, afin de réduire aussi les nuisances sonores, mais aussi et surtout la congestion au niveau de nos différentes villes. Mobilité verte envisage dans un futur proche la mise en place d'une chaîne de montage d'engins électriques ainsi que l'installation de bornes de recharge. La finalité recherchée est d'offrir une gamme complète de solutions de mobilité électrique pensées pour s'adapter aux réalités africaines, aux besoins logistiques et à la diversité des usages. Et nous ouvrons à présent une page spéciale sur le Ramadan. La ministre de la Santé et du Développement social a lancé hier lundi les journées de consultation gratuite du diabète et de l'hypertension artérielle. Cet acte de solidarité pour la ministre rappelle que la santé n'est pas un luxe mais un droit fondamental. Ces consultations dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité, elles se tiennent sur le terrain Chaba de la Fiabougou au 4e arrondissement du district de Bamako. Les détails avec Dourache Diakité et Idrissa Traoré. Prévenir ou lutter contre certaines maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et faciliter l'accès aux services de santé, c'est l'objectif de ces journées de consultation gratuites. Au terme de l'opération de dépistage, des médicaments et des orientations seront donnés aux patients déclarés atteints d'une de ces pathologies. Et c'est la chef du département chargé de la santé qui a donné le ton de ces dépistages. Une initiative appréciée par la population du 4e arrondissement. Moi, je pense que c'est une très belle initiative. Elle permet à beaucoup de patients comme nous de pouvoir suivre leur taux afin de se mettre à l'abri des éventuelles complications. C'est l'une des rares fois. Très généralement, on consulte les gens, on les conseille, on leur délivre une ordonnance et ça s'arrête là. Mais pour ce cas spécial, non seulement tu es consulté, mais aussi tu es traité. L'action est à soutenir, est à accompagner. Ces consultations au 4e arrondissement sont les premières d'une série d'actions humanitaires qui seront organisées partout au Mali. Il s'agit d'une activité traditionnelle inscrite dans l'agenda de Sunkalo Solidarité, conformément à la volonté du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, d'offrir à chaque Malien, où qu'il soit, la possibilité de s'épanouir et de profiter d'un bon état de santé. Ces journées de consultation gratuites sont aussi un acte de solidarité. Elle rappelle que la santé n'est pas un luxe, mais un droit fondamental. Et la ministre de rappeler qu'en 2025, 15 648 personnes ont bénéficié de ces consultations, dont la prise en charge gratuite de 3 275 patients. La vente de galettes connaît une expansion pendant le mois béni de Ramadan, souvent accompagnée par du kenkeliba ou une soupe d'aba de veau, le beignet. La galette à base de mil ou de riz sont très prisées par de nombreux Bamakois comme repas de rupture de jeûne. Une tradition culinaire respectée au grand bonheur des vendeurs et des clients, car chacun trouve son compte. C'est le dossier de la rédaction, une réalisation de Awa Traoré. Le froufrou et le ngomi en bambara sont tous des galettes. Le premier est fait à base de la farine de mil et le second à partir de la farine du riz. Le tout malaxé avec de la bouillie de riz. S'ensuit une cuisson de 5 à 10 minutes. Les galettes sucrées typiques de la restauration rapide dans la capitale connaissent une popularité inégalée pendant le mois sacré du Ramadan. À titre d'exemple, un lieu emblématique retient notre attention. Il s'agit de Froufrou Carré à la Fiabougou, en commune 4 du district de Bamako. J'ai commencé la vente de galettes depuis l'enfance. C'est ma grande sœur qui le faisait. Je vends la galette durant toute l'année, mais pendant le Ramadan, j'augmente ma production à 30 kilos par jour, car les galettes sont très appréciées en cette période. Les prix commencent à partir de 50 francs CFA. On commence la vente à 14 heures. La rupture trouve que tout est fini. La vente des galettes est également un héritage
mariage soigneusement perpétué dans la famille Soumaré à Amdalaï. Pendant le ramadan, on peut vendre 50 kg de riz pour le ngomi et 25 kg de mil pour le froufrou par jour. Ramadan ou pas, la vente de galettes est une tradition dans notre famille. C'est ma grand-mère qui a commencé ce commerce et nous avons suivi le même chemin. Je les aide seulement pendant le ramadan car il y a de l'affluence. Il n'y a pas de sous-métier. Nous vendons 3 morceaux de froufrou à 50 francs CFA, ramadan ou pas. Chaque jour, je peux vendre 8 kg de mil pour le froufrou et les week-ends 6 kg. Je vends du froufrou toute l'année et j'ajoute les ngomi pendant le ramadan. Si les vendeurs des galettes sont fidèles à leur poste, les clients, quant à eux, sont toujours au rendez-vous. Je suis venu acheter de la soupe du boyo et des galettes pour la rupture. C'est mon préféré, je l'achète chaque jour. Certains clients inhabituels ne font leur apparition que pendant le ramadan. J'ai acheté des galettes pour la rupture. Je n'achète les ngomi que pendant le ramadan. On rend le jeûne chaque jour avec les galettes. Je suis venu acheter de la galette depuis le début du ramadan. Tous les jours, je viens ici acheter des galettes. Je n'en consomme que pendant le mois de ramadan. Qu'elles soient consommées seules ou accompagnées de kinkeliba chaud ou même de soupe ou des tripes de veau, les galettes s'invitent dans les assiettes. Et cela, peu importe le nombre de repas pour la rupture. En tout cas, ce sont les vedettes pendant le ramadan. Sunkalo Solidarité, les membres du gouvernement aux côtés de la population pour la rupture du jeûne, un moment de spiritualité et de cohésion sociale. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions était dans l'arrondissement 1 à Korofina et son collègue de l'économie et des finances au 3e arrondissement, précisément à Tomingorobougou. Le temps de la rupture du jeûne a permis au ministre de s'imprégner des réalités de la population, une population qui salue l'initiative du président de la transition en lançant cette opération. Nos reporters sont Djema Moussa Konaté et Youssouf Djakité. L'initiative de la rupture collective du jeûne est bien accueillie en commune 1 du district de Bamako. L'invité du jour, c'est le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Une belle opportunité d'intégration et de cohésion sociale. Nous sommes très fiers, nous sommes très contents ce soir. Mais il y a une des particularités par rapport à cette rupture collective. Le ministre est arrivé au site du terrain Mali-Angers. Il a trouvé ici ses camarades de classe. Quelle joie, quelle fierté. Cette rupture collective amène à la solidarité, amène à la cohésion, amène les vivre ensemble. C'est des moments privilégiés de communion et qui rappellent nos valeurs. Les valeurs de solidarité, d'entraide et les valeurs de vivre ensemble, de cohésion sociale. Toutes choses qui sont très importantes pour cette période de transition. Donc c'est pour faire vivre toutes ces valeurs que cette opération de rupture collective est menée. Cette initiative présidentielle, faut-il le rappeler, réécrit, disent-ils, une belle page de la culture malienne, le vivre ensemble. Après Koulouba, Alousseni Sanou vient encore une fois de plus honorer les concitoyens du 3e arrondissement à travers cette rupture collective du jeûne. L'équipe communale, de même que les habitants de Tomingorobougou, s'engage à soutenir cette initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Une initiative à saluer et l'équipe communale que je dirige, toute la population et le personnel, nous engageons à accompagner cette initiative qui est salutaire pour la population. Nous prions pour une transition apaisée au Mali, que les miséricordieux accompagnent tous les membres du gouvernement. Nous prions pour un Mali de paix, stable et prospère. Cette rupture collective des jeunes est une occasion pour les habitants de se rapprocher des autorités et de leur exprimer leurs préoccupations. C'est toujours dans le sens de pouvoir prier ensemble, de faire une communion ensemble, de faire des vœux
pour le pays, de faire des vœux pour le gouvernement, de faire des vœux pour la population et de faire des vœux pour que le Mali vraiment puisse rayonner davantage, pour que tout ce que nous souhaitons de plus cher puisse se réaliser. Donc pour moi, c'est un moment de communion, un moment d'intense émotion et que nous puissions partager ce qu'ils vivent tous les jours pour que nous puissions davantage améliorer toutes les décisions et toutes les actions que nous prenons en leur nom et en leur absence. Moment de convivialité, après l'iftar et la prière du Maghreb, les uns et les autres ont prié pour la paix, la quiétude et la stabilité dans un Mali prospère et uni. Les ministres en charge de la jeunesse, de l'administration territoriale et de la défense étaient à Kati Sananfara pour le même exercice. L'espace de dialogue et d'échange est intitulé Ministri Kakene. La solidarité gouvernementale a permis à chaque ministre de répondre aux sollicitations de la jeunesse de Kati, une jeunesse dont le rôle est de promouvoir et soutenir les initiatives des autorités de la transition. Le reportage de Abdul Karim Kaba. À Kati, les jeunes sont les acteurs de la transition et non des soutiens. C'est ce qu'a laissé entendre leur porte-parole. Les jeunes de Kati, à l'instar des autres du pays, sont des citoyens engagés pour la construction du Mali Koura. Conseil communal de la jeunesse de Kati, nous aujourd'hui, qu'on nous donne quelque chose, qu'on ne donne pas quelque chose, on est engagé pour l'atteinte des objectifs des plus hautes autorités et c'est ça notre mission. Les jeunes ont compris leur rôle, c'est pourquoi ils multiplient les initiatives pour une participation active à la vie de la nation. Cet espace d'échange est un cadre idéal pour mieux s'imprégner de la gouvernance afin de jouer pleinement leur rôle. Pour bâtir un État, il faut des jeunes qui ont justement ce savoir-être entre eux, qui savent comment réunir les cœurs, mettre les gens ensemble, mais surtout poser des actes. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui de plus en plus est très consciente de la situation et sait aujourd'hui quel est le rôle qu'elle doit mener dans le pays. De se retrouver avec les jeunes, c'est une initiative salutaire qui doit être encouragée parce que ça permet de donner les bonnes informations aux jeunes et ça permet aussi à l'administration de se rendre compte des préoccupations des jeunes et les problèmes des jeunes. C'est un peu ça aussi notre mission, c'est de résoudre les difficultés que nos concitoyens ont. Ce cadre offre une opportunité d'être en communion avec la population et surtout les jeunes. Cela afin de cultiver une de nos valeurs traditionnelles. Ça doit nous inspirer et nous appeler encore à plus de solidarité, non seulement entre nous, mais entre les religions. Donc ça nous permet d'être au contact des collaborateurs avec lesquels nous venons rencontrer la population, mais surtout la population elle-même. Il est toujours important d'échanger avec les autorités du pays sur la situation et ce que les jeunes sont en train de faire sur le terrain. Et nous avons compris que durant ces 20 jours, les jeunes ont montré leur engagement, les actions qu'ils ont eu à mener concrètement dans leur communauté. Et c'est là pour à suffisance aujourd'hui que les jeunes sont mobilisés à soutenir la vision des plus hautes autorités de la transition. Partout où a eu lieu Ministri Kakene, des questions ayant trait à l'emploi, à l'insertion socio-économique et le rôle de la jeunesse ont été évoqués. À toutes ces étapes, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a donné des réponses claires, satisfaisantes et compréhensives. Les ministres du Travail et de l'Agriculture étaient respectivement dans les arrondissements 4 et 5. Dr Fassoun Koulibaly et Ibrahima Samake ont communié avec les fidèles de ces localités à l'heure de la rupture du jeûne. Les ministres ont expliqué la vision du président de la transition dans la refondation du Mali et pour ce faire, chaque Malien a un rôle à jouer. La rupture collective a été sanctionnée par la prière du Maghreb et des bénédictions pour le Mali. Nos reporters sont Ibrahim Kaoukonate et Daouda Koni.
accueilli par les forces vives du 4e arrondissement du district de Bamako, avant de partager le repas de rupture du jeûne avec ses frères et sœurs fidèles. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a tenu à transmettre un message de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble aux fidèles musulmans et chrétiens de la commune 4. La solidarité, c'est un événement exceptionnel. Le minimum qui a été trouvé, c'est de partager entre nous, de rompre le jeûne ensemble. Cela renforce les liens sociaux, les liens de solidarité, les liens familiaux. En procédant ainsi, nous renforçons les liens sociaux. Notre pays est un pays de traditions, de riches culturels, ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Dans une parfaite communion avec les forces vives de la Fiabougou, les habitants se sont dit très heureux d'avoir partagé ce moment de convivialité avec l'un de leurs au sein de la communauté. La rupture de jeûne collective, ce qui permet de renforcer les liens sociaux, de partage, d'entraide et de solidarité surtout. Ça renforce aussi la cohésion sociale au sein de notre commune. La solidarité, c'est être proche de la population, prier pour l'âme de nos civils disparus et nos soldats tombés sur le front, prier pour notre pays, prier pour amener la paix et la quiétude dans notre pays pendant ces mois bénis de Ramadan. L'initiative Sungalo Solidarité traduit la volonté des plus hautes autorités d'être plus proches de la population afin de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. La rupture collective de jeunes à Daoudabougou dans la commune 5 du district de Bamako en présence du ministre de l'Agriculture a été un moment de foi, de joie et de fraternité. Ce beau moment de communion a permis à la population de louer cet esprit de rapprochement entre gouvernants et gouvernés. Nous sommes très contents de recevoir vraiment les ministres de notre commune, plus précisément à Daoudabougou pour la rupture collective, afin que la population puisse comprendre que ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés, qui sommes nous, la population, nous sommes en symbiose parfaite avec nos autorités et dans la communion. Après les différentes interventions protocolaires, le ministre a rappelé qu'il s'agit tout simplement d'un devoir de solidarité envers nos frères et sœurs. Quand on prend le Mali, en réalité, la solidarité, c'est une tradition. Le Mali, c'est un pays qui a, comme le dit, vécu dans l'esprit collectif, dans la collectivité, ce qui fait que quand on prend le Mali, même les modes de production, le tout était basé sur ce qu'on appelle sur des approches collectives. Donc je tiens à lancer un appel à tous les Maliens, donc d'œuvrer dans cet esprit d'union pour que ce pays-là puisse se retrouver toute la tranquillité et toute sa quiétude. Dr Samaké est à son deuxième passage dans la commune 5 à l'occasion de l'opération Sungalo Solidarité après celui de Sabaliboukou. Les habitants des arrondissements 2 et 6 sont sortis en nombre pour accueillir les ministres de la communication, de l'emploi, le commissaire à la sécurité alimentaire. Toutes les sensibilités étaient réunies pour une même cause, soutenir les initiatives des autorités de la transition à travers l'opération Sungalo Solidarité. Voyons les détails avec Aminata Brema Ouedraogo et Fademba Keita. La rupture collective dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité est un espace de partage dans la communion des plats indiqués. Elle est voulue pour plus de cohésion, de convivialité et d'union fraternelle entre toutes les tendances musulmanes. Les jeunes de l'arrondissement 6 ne trouvent pas mieux puisqu'elle rassemble, approfondit la foi, crée entre les musulmans présents l'esprit d'unicité et de partage. On a eu la chance d'échanger avec eux, de faire la rupture avec eux, de faire la prière pour eux. Et nous avons eu la chance de prier pour le Mali parce que vu ce que notre pays traverse, nous sommes tous en train de prier pour au moins qu'il y ait une stabilité et la paix au Mali. Les deux membres du gouvernement, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, très à l'aise parmi leurs compatriotes, se disent heureux d'avoir rompu le jeûne avec les fidèles musulmans de l'arrondissement 6 du site de Bamako. Dans notre religion, dans notre société, se retrouver, partager des mains ensemble, prier ensemble, échanger quelques mots fait partie de nos us et coutumes. Et cela est très recommandé aussi par notre religion.
Donc c'est toute l'idée et l'initiative qu'a bien voulu le président de la transition, son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta. Ce sont des moments de partage et de solidarité que le chef de l'État a voulu que le gouvernement partage en communion avec les couches défavorisées de notre population. Et aujourd'hui, nous sommes entre des femmes et des jeunes très heureux aujourd'hui. Et nous sommes aussi très heureux de pouvoir venir partager cet iftar avec eux et de permettre la continuation du mois de Ramadan à tous dans les mêmes conditions. L'appartenance à toutes les religions monothéistes exige des fidèles l'unicité dans la pratique et la croyance en un seul Dieu. C'est ce qui est prôné selon les imams érudits et prêcheurs dans le Saint-Coran. Ce lundi, à Bamako, le thermomètre affiche 39 degrés Celsius. Malgré cette chaleur écrasante, l'élan de solidarité des autorités est resté intact. Après l'étape du quartier sans fil, c'est au cœur de Kezambougou que le commissaire à la sécurité alimentaire gare son véhicule pour une rupture de jeûne collective. 2 quartiers différents, un seul objectif: se rapprocher au plus près des populations pour un moment de partage et de communion. Cette année revêt une symbolique particulière puisque le Ramadan musulman coïncide parfaitement avec le carême chrétien. C'est aussi un message d'Allah. Il nous rappelle que nous sommes tous les mêmes, quelles que soient nos confessions, et que nous devons dans la pratique prier pour la paix, la stabilité et la prospérité du Mali. Dès le signal de la rupture, les protocoles s'effacent. Commissaires, ouvriers, paysans, ménagères et personnes en situation de handicap se sont retrouvés sur les mêmes tapis de prière. À Kezambougou ce soir, les titres et les statuts sociaux cèdent leur place à une inclusion totale. C'est ce que nous sommes en train de célébrer ici et maintenant. C'est le mois de solidarité pour que ceux qui ont envie de jeûner et qui se disent qu'ils n'auront pas de quoi peut-être rompre leur jeûne ont été secourus par les plus hautes autorités de ce pays. Chaque site ni suntiga be donc ala am garsel lundra la donc am bo kana suntiga ke pour que vraiment anga bo den krefe la quoi ni hakil nañ mamba de pour que population ni fama woro bisaka do ñona ciumina vraiment ni son jale mbadu no koina. Cette rupture collective rappelle la mission fondamentale du commissariat à la sécurité alimentaire: s'assurer que chaque Malien, en tout lieu et en toutes circonstances, puisse manger à sa faim. Ce soir, cette mission est visiblement accomplie. Des ventres rassasiés et des cœurs unis pour la paix au Mali. Nous sommes à Kaï à présent. L'hôpital régional Fousséni Ndao a tenu ce mardi la 25e session ordinaire de son conseil d'administration, première de l'année 2026. Les prévisions ont été dépassées avec, entre autres, un taux global de mobilisation financière de 116% avec plus de 2 milliards de francs CFA. Les perspectives ont également été annoncées pour 2026. On en sait plus avec Balkissa Saïdibou Chérifa Aïdara. En 2025, l'hôpital régional Fousséni Ndao de Kaï est allé au-delà des prévisions selon son directeur. Nous avons réalisé 69 734 consultations curatives dépassant nos prévisions. Nous avons pris en charge 6 330 hospitalisations, soit 111% de l'objectif fixé. Nos urgences médico-chirurgicales ont atteint 7 583 cas. Sur le plan financier, sur une prévision globale de 2 milliards 157 millions, nous avons mobilisé 2 milliards 494 millions, soit un taux de mobilisation de 116%. Les ressources propres ont dépassé le milliard de francs CFA avec un taux de réalisation de 157%. Ces résultats sont encourageants, mais ils ne doivent pas masquer les défis qui persistent. Le défi en ressources humaines reste important et les besoins en infrastructure, en maintenance et en équipement demeurent élevés. Les contraintes liées au remboursement des tiers payants et à l'insuffisance de certaines subventions continuent également d'exercer une pression sur le fonctionnement de l'établissement. C'est pourquoi 2026 est placé par la direction de l'hôpital sous le signe de la transformation à travers le démarrage de la neurochirurgie, le renforcement de la dialyse à travers la dotation en système de traitement d'eau et des générateurs, l'ouverture du bloc opératoire de la maternité, la digitalisation progressive et la montée
en compétence de nos équipes. Autant de perspectives qui mènent à l'atteinte de l'objectif visant à faire de l'hôpital Fousseni Daou de Caille un hôpital de référence, accueillant et profondément humain. Et nous allons vous rafraîchir la mémoire à présent. Il y a environ 12 ans, le vol AH-5017 de la compagnie Air Algérie s'écrasait dans le nord du Mali, emportant avec lui 116 passagers et membres d'équipage. Parmi les victimes, des ressortissants français, burkinabés, libanais, algériens et espagnols. La justice française se penche enfin sur les responsabilités. Depuis hier lundi, devant le tribunal correctionnel de Paris, la compagnie aérienne espagnole Swissair, propriétaire de l'appareil, comparé pour homicide involontaire. Un procès très attendu par les familles des victimes qui devra tenter d'éclairer les circonstances de cette catastrophe et d'établir les responsabilités. Garibou Pérou s'intéresse à ce procès qui durera 4 semaines. On regarde. Près de 12 ans après la tragédie, l'heure de vérité judiciaire semble enfin avoir sonné. Depuis hier, les regards des familles des 116 victimes sont tournés vers le tribunal correctionnel de Paris où s'ouvre un procès aussi attendu que chargé d'émotion. Tout avait commencé par un voyage ordinaire. Les billets avaient été achetés auprès de la compagnie Air Algérie. L'appareil parti de Ouagadougou devait relier 2 capitales dans la routine des liaisons internationales. Mais le vol ne parviendra jamais à son terme. L'avion s'écrase sur le territoire malien, transformant ce trajet en l'une des tragédies aériennes les plus marquantes de la région. L'appareil était exploité par une compagnie espagnole, affrétée par Air Algérie, qui aujourd'hui encore illustre la complexité de ces dossiers. Face à l'ampleur de la catastrophe, les autorités maliennes avaient alors consenti à une coopération judiciaire exceptionnelle. Bamako a accepté que l'État français se saisisse du dossier et conduise l'enquête sur son territoire, une décision dictée par la nécessité de faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident et de permettre à la justice de suivre son cours au-delà des frontières. L'affaire révèle en effet toute la complexité des transports aériens. Un avion exploité par un opérateur étranger, affrété par une compagnie africaine, reliant 2 capitales du même continent avant de s'écraser sur un 3e territoire. Dans ce labyrinthe juridictionnel, la coordination entre les autorités maliennes, française et européenne s'est imposée comme une condition indispensable à l'enquête et à la procédure. Désormais, c'est au tribunal de démêler les responsabilités. Quel traitement judiciaire sera réservé à cette affaire? Il est encore trop tôt pour l'affirmer avec certitude. Déjà, le calendrier annoncé prévoit plusieurs jours d'audience rythmés par les témoignages des familles, les analyses d'experts et les plaidoyeries des avocats. Autant d'étapes destinées à éclairer la Cour sur les causes de la tragédie et les éventuelles défaillances. Au terme de ces débats, une décision motivée devra être rendue. Elle pourra s'accompagner des sanctions mais aussi de mesures liées à la sécurité aérienne si des manquements venaient à être établis. En attendant ce verdict, une seule exigence rassemble toutes les parties au procès, que justice soit enfin rendue au nom des 116 vies brutalement interrompues et des familles qui depuis près de 12 ans vivent dans l'attente de réponses. Et à l'attention des amoureux des lettres, parution de 2 ouvrages. Le premier s'intitule Le Code pénal et le second Le Code de procédure pénale. Le développement du contenu avec des œuvres plutôt avec Siriki Diarra. Des ouvrages juridiques d'envergure viennent désormais d'enrichir les rayons des librairies et les bibliothèques des praticiens du droit au Mali. Le premier, intitulé Code pénal, correspond à la loi numéro 2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code pénal de la République du Mali, fort de 643 pages. Ce texte fondamental définit et organise l'ensemble des infractions ainsi que les sanctions pénales applicables. Il constitue un instrument de référence pour les magistrats, avocats, officiers et agents de police judiciaire, chercheurs, enseignants et étudiants en droit appelés à interpréter et à appliquer la loi pénale. Le second ouvrage est consacré au code de procédure pénale issu de la loi numéro 2024-028 du 13 décembre 2024 comptant 590 pages. Ce texte encadre de manière détaillée les règles régissant la conduite de la procédure pénale depuis les phases d'enquête et d'instruction jusqu'au jugement et
et à l'exécution des décisions de justice. Ces deux instruments législatifs ont été délibérés et adoptés par le Conseil national de transition lors de sa séance du 31 octobre 2024. Ils sont l'aboutissement de plusieurs années de réflexion, de concertation, de travaux techniques menés par les autorités publiques et les différents acteurs du secteur judiciaire. À travers ces réformes, les pouvoirs publics attendent poursuivre plusieurs objectifs majeurs. Clarifier la définition des infractions et la gradation des peines afin de renforcer la sécurité juridique et la protection de l'ordre public. Consolider les droits des victimes et des personnes poursuivies en garantissant un meilleur équilibre des garanties procédurales. Moderniser les mécanismes de la justice pénale dans la perspective d'une justice plus efficace, plus équitable et plus transparente. Par leur portée normative et leur densité, ces deux ouvrages s'imposent ainsi comme des références essentielles du droit pénal malien, appelées à guider durablement la pratique judiciaire et la recherche juridique. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.